Pardon, Madame Junta, excusez-moi. On va joindre vos deux interpellations comme je venais de l'indiquer. Oui, bonsoir. Je suis contente de faire cette interpellation maintenant pour que M. Tondreau ait le plaisir de faire ma connaissance. Puisqu'on est dans le même conseil communal et il ne me connaît pas, ben voilà, bonsoir M. Tondreau. Alors, je voulais juste signaler, donc, de nombreux riverains s'inquiètent à juste titre à propos des travaux qui devraient avoir lieu dans ce quartier. Dans l'ADH du 6 novembre, le projet qui date déjà de pas mal d'années est revenu à l'avant-plan. Un courrier, comme m'a dit M. Tondreau, a été distribué aux riverains par une association, donc Sauvegarde et Avenir de Mons, qui s'inquiète de la discrétion du dossier et s'interroge sur son contenu. Donc ce courrier précise aussi qu'aucune information n'a filtré sur l'implantation des bâtiments, les gabarits, la circulation, le stationnement. Donc dans la province du 26 octobre, on peut lire vos propos, Monsieur le bourgmestre. Donc, et je cite ce que j'ai lu dans le journal, on va reconstruire un nouveau quartier, l'ancien bâtiment Belgacom sera rasé, on aura la place un mixte avec des parkings souterrains, des bureaux, des logements, un peu de commerce. Et donc ce qu'on voudrait, c'est connaître les intentions du collège communal, donc à travers des réponses à des questions. Est-ce qu'il y a une demande de permis qui a été introduite à la région wallonne? Si oui, quelle est la date prévue pour le début des travaux et surtout quelle est l'estimation de leur durée? Concernant les logements qu'on évoque, s'agit-il de logements privés ou de logements sociaux? Sachant, je le rappelle et on l'a déjà pas mal dit, le manque criant de ce type de logement dans les communes du Grand Mons, et à Mons bien sûr. S'il s'agit de prévoir du logement privé, y aura-t-il une partie réservée quand même au logement public et dans quelle proportion? Enfin, je sais que vous m'avez rappelé la question des 100 logements, il y aurait 10% par 100 logements, si j'ai bonne mémoire. Alors, concernant les commerces, de quel type de commerce parle-t-on? Concernant les bureaux, est-ce que ce sont des bureaux administratifs ou des bureaux réservés à des occupations professionnelles privées? Et concernant les parkings, comme ça je crois que j'aurais tout abordé, de quel type de parking s'agit-il? Est-ce que ce sont des parkings réservés aux commerçants, qui auront leur commerce là, ou les commerçants en ville, aux locataires des logements, aux bureaux, ou de parkings accessibles à tous, comme l'est déjà la place de Bottle, donc moyennant paiement d'une redevance? S'il s'agit de parkings ouverts à tous, est-ce qu'il est judicieux, là je reviens un peu sur ce qui a été dit avant, d'encore construire des nouveaux parkings, sachant notamment que celui de la place Nervienne, le projet a été abandonné? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, effectivement, mettre des parkings de dissuasion à l'entrée des villes et des navettes qui amèneraient les gens gratuitement au centre-ville, puisque le problème de ce quartier est aussi un problème de mobilité, et est-ce qu'on va le résoudre en amenant encore plus de voitures dans ce quartier? Voilà, donc... Oui, et comment allons-nous régler le problème du parking de la place de Bottle qui serait donc fermé pendant les travaux? Est-ce que vous voulez bien donc faire connaître les intentions du collège pour les riverains, mais pour tous les gens qui seront impactés aussi par les énormes travaux qui apparemment vont avoir lieu dans ce quartier? Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Monsieur Leschevin, je vous en prie. Merci Monsieur le bourgmestre, merci Madame la conseillère et Monsieur le conseiller pour vos différentes interventions dans le cadre de ce dossier. Alors vous le savez, on ne questionne pas le collège sur ses intentions, mais permettez-moi toutefois de pouvoir vous faire un état de la situation actuelle qui va normalement vous permettre de répondre à toute une série de questions que vous vous posez et qui sont tout à fait légitimes. Alors, Madame Junta, puisque je pense que vous posiez la question, il y a effectivement 2 demandes de permis qui sont actuellement en cours quant au projet dont question. La première demande de permis vise quant à elle la démolition du bâtiment Belgacom existant, qui est la propriété du maître d'ouvrage, et une seconde demande de permis, elle, un permis unique, visant la construction d'un ensemble d'immeubles comprenant du logement, des bureaux, de l'ORECA ou encore des espaces publics, est elle aussi introduite. Comme vous le savez vraisemblablement, le site étant situé dans une zone d'équipement communautaire au plan de secteur, ces 2 demandes ont donc été traitées conformément au Code du développement territorial auprès de monsieur le fonctionnaire délégué de la région wallonne, puisqu'il sera l'autorité compétente dans le cadre de cette demande. Je réponds donc ici finalement, Madame Junta, à 2 éléments sur lesquels vous m'interrogiez. Oui, il y a effectivement des demandes de permis qui ont été déposées. Et la deuxième question que vous me posiez concernait le logement social. Alors c'est effectivement, on a eu l'occasion d'en discuter sur d'autres sujets ici, une préoccupation fondamentale du collège, préoccupation qui sera ici d'ailleurs réservée à une prise de décision du conseil d'administration de l'AIS pour qu'une partie des logements évoqués soit pris en gestion publique. Alors, à ce stade, on pourrait songer qu'il n'y ait pas de communication, et pour cause,
puisque les 2 demandes de permis qui ont été déposées auprès du fonctionnaire délégué ont toutes les 2 été déclarées incomplètes. Ce qui veut donc dire que la procédure est suspendue jusqu'à la complétude qui soit apportée par les auteurs de projet. Ils disposent de 180 jours pour ce faire. C'est donc une raison qui vous permet de comprendre la raison pour laquelle nous ne communiquons pas, puisque à ce stade, le dossier n'a ni été analysé par l'administration wallonne, outre les procédures standards qui ont mené à l'incomplétude, ni d'ailleurs, a fortiori, par l'autorité communale qui n'a pas rendu d'avis dans le cadre de ce dossier. C'est donc pour cette raison que, compte tenu de l'incomplétude, il nous est compliqué aujourd'hui de pouvoir vous communiquer des informations qui sont amenées à être évolutives, puisque par nature, le porteur de projet va devoir modifier son dossier et le compléter. Par contre, là où je tiens à vous rassurer, c'est que bien évidemment, une fois la complétude du dossier, la procédure se poursuit, et à ce stade, bien évidemment, non seulement on aura l'occasion d'en discuter ici, mais aussi au travers de différentes enquêtes, notamment l'enquête publique. Et je tiens aussi à assurer d'un élément que, compte tenu de l'enjeu stratégique du développement de ce projet, il est évident qu'on a vraiment une volonté de la part du porteur de projet de communiquer dans le cadre de l'ouverture de l'enquête publique. Et donc, dès que le dossier sera complété et arrivera dans la procédure qui permet l'enquête publique, il y aura de toute façon des communications qui seront faites sur ce sujet. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle sur ces sujets qui concernent le développement, effectivement, et je rejoins tout à fait l'analyse du bourgmestre, d'un nouveau quartier au cœur de notre ville. Merci beaucoup. Alors pour la réplique, monsieur le conseiller Tondreau et madame la conseillère Junta, monsieur le conseiller. Oh, je vais être très bref, mais quand vous parlez d'incomplétude, tout d'abord, c'est dans quel domaine? Et s'il est incomplet... Donc c'est le fonctionnaire délégué qui a estimé que le dossier n'était pas complet. Et que donc ce n'est pas de votre fait. Non, non. Ok, ça va. Ouais. Et en même temps, quels sont les conseils que la ville a pu donner aux promoteurs avec S pour pouvoir essayer de respecter l'environnement spécifique à la ville de Mons? Bien, donc on va prendre vos questions et celle de madame Junta, enfin votre réplique et celle de madame Junta, voilà, et j'ai bien ensuite Deschamps compris. répondra. Oui, pardon. J'ai bien compris que le dossier n'était pas complet, mais même s'il doit être amené à être complété, je suppose qu'il y a quand même des éléments. Est-ce qu'on a une idée du nombre de logements et de la proportion qui serait réservée à la gestion de la IS? Donc je dis bien, c'est une gestion, mais les logements appartiendront toujours au privé. Voilà, est-ce que vous pouvez me répondre pour l'instant? Merci. Monsieur Deschamps. Merci Madame Junta. Alors ne croyez pas du tout que c'est de la mauvaise volonté de ma part, mais comme je vous l'ai dit, étant donné que le dossier est incomplet, je peux difficilement vous répondre avec précision sur le nombre de logements, parce que prenons par exemple la question des gabarits que Monsieur Tondreau évoquait. Supposons que le gabarit est modifié, nécessairement, le nombre de logements en est modifié aussi, et donc c'est très compliqué pour moi à ce stade de pouvoir vous apporter une réponse précise. Donc je préfère ne pas m'engager dans une réponse qui est amenée à être changeante. Et par contre, réserver le débat, bien évidemment, pour la complétude du dossier, pour qu'on puisse ensuite en discuter. Juste quelques éléments, Monsieur Tondreau, vous demandiez quelles sont les grandes orientations qu'on a données. En réalité, comme quasiment à chaque porteur de projet, on a communiqué le guide communal d'urbanisme de la ville, bien évidemment, au maître d'ouvrage et à ses architectes, mais il n'en demeure pas moins, et comme vous le savez, que les articles D4.5 d'ailleurs et D4.13 du Code de développement territorial permettent justement de déroger à ces différentes règles. Et donc, bien que l'on puisse donner des recommandations, il est tout à fait légitime pour quelque porteur de projet que ce soit de pouvoir déroger aux différentes réglementations. On revient d'ailleurs à une discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est l'une des fonctions aussi du fonctionnaire délégué. Merci beaucoup. Alors, l'incident...